Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast où l'on va parler cyclisme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Julien Noël. Salut Julien, comment tu vas? Salut Rémi, salut à tous, ravi d'être avec vous pour ce podcast. On est ici pour parler de ton parcours. Aujourd'hui, tu es directeur sportif. Donc, on va voir comment tu en es arrivé là, qu'est-ce que tu as fait au niveau des formations, au niveau de ton expérience, si tu as pu toi-même avoir une petite carrière cycliste avant. Pour commencer, présente-toi en quelques mots. Ouais, donc j'ai 26 ans et voilà, on va dire que pour faire rapide, le cyclisme a fait partie de toute ma vie. Ça fait 22-23 ans que je suis dans ce milieu-là, que ce soit en compétition dès les écoles de vélo jusqu'aux années espoirs, à la direction sportive. J'ai pu que débuter à 22 ans. Donc voilà, ma vie se résume à beaucoup de vélo. Alors avant ces 22 ans, est-ce que du coup tu as été cycliste toi-même? Ouais, c'est ça, comme je viens de le dire, j'ai débuté très tôt, j'ai dû débuter à l'âge de 4 ans. Donc j'ai fait voilà toutes les catégories, école de vélo, même peut-être pré-licencié, minime, cadet, junior, espoir. Et puis ensuite j'ai débuté ma carrière d'encadrant, directeur sportif, un petit peu d'entraînement aussi, à partir de mes 22 ans. Pour revenir sur tes 2 années juniors, tu étais au club d'Argenteuil, qui est une référence du cyclisme français chez les juniors. Raconte-nous un peu cette expérience. Et est-ce que tu as pu déjà rencontrer des personnes qui t'ont un peu donné envie de faire ce métier de directeur sportif? Oui, en fait les années juniors, c'est là où j'ai pu débuter le vrai cyclisme de haut niveau, où j'ai pu réaliser de grosses courses, quoi, surtout les courses UCI, mais aussi des courses fédérales juniors, et où on avait un vrai processus de performance. J'ai rencontré mon premier DS qui était Fred Blanchon, et qui m'a quand même inspiré. J'ai pu avoir mes premières idées de volonté d'encadrement à l'avenir dans cette structure, même si j'étais quand même bien à fond dans mon process de compétition. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai pu débuter vraiment le cyclisme de haut niveau et m'y intéresser beaucoup. Alors après ces années juniors, à la fois tu continues le vélo au niveau amateur dans une équipe de DN3 vers chez toi, l'UV Aube, et à la fois ton parcours scolaire prend un tournant sportif aussi, puisque tu intègres une licence STAPS. À ce moment-là, tu es un peu à la croisée des chemins. Est-ce que tu te poses déjà des questions sur ton avenir dans le vélo ou à ce moment-là, tu es focus sur ta carrière de cycliste? Moi, j'ai eu un investissement qui était déjà très important. Ça faisait presque une quinzaine d'années à cet âge-là où j'ai débuté vraiment les études et le STAPS. Mentalement, je pense que je commençais à être un petit peu épuisé de tout ça. En plus, je pense que j'avais pas forcément les moyens aussi qui me permettaient de performer à très haut niveau, que ce soit chez les amateurs et dans les catégories espoirs. Voilà, j'ai vraiment commencé progressivement à m'axer sur la formation et voilà, ce que je pouvais apprendre en STAPS, c'est aussi voilà, m'investir dans mes différents stages et mes premières expériences professionnelles en tant qu'encadrant. En plus de ce que tu peux découvrir en STAPS, il me semble qu'il y a une personne qui influence un peu les choix que tu vas faire par la suite. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, en fait, à la fin de ma carrière, de ma petite carrière compétitive, j'ai rencontré Guy Galopin, qui était très proche de la maison de mes parents, dans la région de Troyes. Et voilà, il a pu me donner quelques conseils, m'entraîner sur la fin de cette petite carrière. Et j'ai beaucoup aimé son approche qui était très humaine, on va dire à l'ancienne, mais qui garde quand même beaucoup de réalisme. Et il était encore dans la réalité du moment, car il était DS aussi dans une autre structure. Donc voilà, j'ai très bien accroché avec lui. Et on a pu travailler ensemble. Il m'a accompagné même quand j'ai arrêté le cyclisme en compétition. Et il m'a beaucoup inspiré. Et voilà, c'est clairement mon mentor. C'est lui qui m'aide encore aujourd'hui à évoluer. C'est grâce à lui aussi que j'ai pu réussir 4 belles saisons de direction sportive maintenant. Donc ouais, je le remercie beaucoup et je pense que c'est grandement grâce à lui que j'ai pris ce chemin. Ok, merci. Donc tu te tournes rapidement vers la direction sportive et on va pouvoir rentrer un peu plus en détail sur cette expérience dans la deuxième partie qui arrive tout de suite. Donc sur cette partie 2, on va parler du parcours purement DS que tu as pu avoir. Ton parcours scolaire prend une autre tournure. Tu décides de quitter le STAPS de Reims pour aller au STAPS de Besançon pour le master.
un master qui est proposé en alternance, et c'est là que tu vas mettre un pied, ton premier pied dans le monde du vélo en tant que staff, en tant que directeur sportif. Raconte-nous un peu comment ça s'est fait. Ouais, en fait, à la fin de ma licence 3, voilà, j'étais à la recherche, déjà en questionnement sur le fait de faire un master ou pas, à la recherche d'une potentielle alternance. Et voilà, dans la boîte mail de l'université, j'ai reçu un message d'une personne qui était Philippe Wagner à l'époque et que je connaissais pas du tout et qui souhaitait recruter en fait des jeunes alternants pour voilà, entraîner une équipe de nationale. Mais en fait, il y avait rien de créé à l'époque. Donc j'ai décidé de postuler et voilà, de fil en aiguille, on a un petit peu discuté. Je suis allé à son domicile pour un premier entretien d'embauche. Donc voilà, à l'époque, il n'y avait pas d'équipe du tout de créer, il y avait simplement des discussions pour pourquoi pas créer une équipe nationale 3, etc. C'était en avril 2021 et il faut savoir que la première saison du projet Wagner a lieu en 2022. Donc on va dire qu'on avait une bonne demi-année pour créer le projet, quoi. Donc voilà comment ça a débuté. Ok, parce que oui, c'est vrai que pour remettre du contexte, c'était une équipe toute nouvelle, il y avait tout à faire. Toi, au final, comment tu t'inscris dans le projet? T'es encore très jeune, du coup, tu l'as dit, tu avais 22 ans. Diriger une équipe de niveau national, c'est peut-être pas forcément évident à cet âge-là. Comment tu te positionnes dans l'équipe? On imagine que le staff se structure petit à petit. Comment tu trouves ta place? Ouais, c'est clair, j'ai pas de réelle expérience. J'ai un diplôme universitaire qui me permet d'entraîner, j'ai quand même une licence d'entraînement. Une carte professionnelle, mais à part ça, j'ai pas d'expérience sur le papier, et donc j'ai pas cette légitimité aussi de prendre la main d'une équipe directement. Et c'est pas ce que je demande à Philippe Wagner à l'époque. Voilà, il avait déjà son DS qui avait prévu un petit peu de gérer une équipe, je crois que c'était N3 à l'époque, National 3. Donc voilà, le but c'était surtout de suppléer ce DS, d'entraîner des coureurs. On était surtout voilà, dans un processus d'entraînement et de création de structure. Et voilà, petit à petit, voilà, Philippe Wagner a pu rencontrer des personnes qui l'ont aidé à créer une structure élite qui a finalement débuté directement en division nationale 1. Et moi, du fait que j'avais pas forcément l'expérience, j'ai préféré me mettre en retrait et créer une équipe junior de niveau régional en parallèle de cette structure. Donc on a voilà, choisi, je l'ai fait avec un collègue, on a choisi de recruter des coureurs de niveau, on va dire, plutôt régional, surtout du secteur. On a pu le faire un petit peu au dernier moment parce que bah, voilà, tout allait un petit peu vite pour nous. Et on a fait une première saison où on a un petit peu vagabondé sur les courses fédérales. On n'a pas eu énormément de résultats, mais ça nous a permis, nous, de nous former clairement aussi dans notre rôle d'encadrant, de directeur sportif. Notamment, c'était mes premières sur les aspects logistiques, les aspects un petit peu organisationnels. Et puis aussi, on a fait de super rencontres de coureurs qui n'étaient pas forcément voués à faire une carrière à haut niveau, mais qu'on a pu accompagner sur le plan scolaire et voilà, avec qui on a encore des contacts aujourd'hui. Donc c'était une belle année, une année de lancement pour moi et mon collègue. Ouais, puis toi, comme tu le dis, ça te permet d'apprendre à conduire en course. On imagine que c'est pas évident au début quand on débute, on n'a pas forcément les codes. Comment ça se passe justement? Est-ce que tu as eu une formation avant? Est-ce qu'en STAPS on t'en a parlé comment fallait faire? Est-ce que tu découvres purement sur le terrain? Peut-être que Guy Galopin aussi t'aide à ce moment-là pour te conseiller et te donner les bonnes conduites à adopter. Ouais, c'était surtout Guy Galopin qui m'avait bien conseillé pour ça. C'était un petit peu difficile et c'est toujours très stressant hein, parce que c'est quand même assez sportif. Donc il y a la conduite, il y a la logistique, l'organisation, les déplacements, aussi la tactique de course, etc. C'était vraiment le début et clairement il faut passer par là voilà, pour commencer dans ce métier-là et sinon on pourrait se mettre en difficulté à débuter directement à plus haut niveau. Donc c'est pour ça que c'était une très belle expérience pour moi et j'ai eu vraiment la chance de pouvoir débuter, on va dire, à mon niveau d'expertise. Et du coup, rapidement, il y a l'équipe N1 qui évolue aussi. On sait qu'à ce moment-là, dans l'équipe, il y a aussi un bon turnover au niveau du staff. Toi, tu as rapidement l'occasion d'intégrer l'équipe N1 sur certains week-ends. Tu mets tout de suite le pied à l'étrier. Comment ça se passe pour toi, justement, ces premières expériences? Il y avait un petit peu de mal avec la stabilité, on va dire, dans le staff, dans la structure, parce que c'était le début et c'était un petit peu difficile, je pense, pour tout le monde de trouver sa place. Voilà, donc un petit peu de manquement par rapport au calendrier aussi au niveau de la quantité du staff. Et j'ai rapidement pu, je me rappelle, ça devait être avril ou mai, voilà, coacher l'équipe élite. Euh,
Donc j'ai débuté comme ça. J'ai été aussi assistant masseur dans l'équipe élite, on va dire, à la fin de cette année 2022, de cette saison 2022. Donc j'ai pu en fait déjà faire des belles courses du calendrier, notamment les Tours Alsace, le Pays de Montbéliard, etc., qui étaient des classes 2, dans l'équipe, même si j'étais pas le directeur sportif. Le directeur sportif était Denis Leproux à cette époque-là, en fin de saison. Donc en fait, j'avais déjà une bonne idée, moi, d'une bonne partie du calendrier, en parallèle de ce que je faisais pour les juniors. Donc voilà, ça m'a permis aussi de découvrir autre chose et de découvrir le National 1 et puis les premières courses UCI auxquelles j'ai pu mettre les pieds, quoi. En 2023, après un an d'existence, l'équipe repart en National 1 avec des ambitions affichées à la hausse, en espérant passer professionnel à la fin de cette deuxième année. Toi, à ce moment-là, tu as l'occasion d'intégrer pleinement le staff de la N1. Comment ça se passe à ce moment-là et qu'est-ce que tu peux réellement mettre en place pour cette deuxième saison maintenant que tu as un peu plus les clés du camion entre guillemets sur la gestion de l'équipe? Qu'est-ce que tu vas changer à l'équipe pour lui apporter une autre dimension? Ouais, en fait, durant l'année 2022, j'ai voilà, eu la chance d'avoir la confiance de Philippe Wagner pour vraiment me donner, comme tu l'as dit, les clés du camion pour gérer cette équipe. Donc l'équipe 1 enfin, l'équipe nationale 1. Et voilà, j'avais quartier libre en fait et j'avais carte blanche sur l'organisation, sur le calendrier, etc. Donc c'était ma première vraie expérience avec un petit peu de pression de résultat aussi. On avait Philippe Wagner, notre sponsor, qui voilà, souhaitait vraiment atteindre le haut niveau et qui se cachait pas de vouloir aller aussi chez les professionnels. Donc on avait une attente, on avait un objectif de terminer, je crois, top 5 de la Coupe de France des clubs. Donc voilà, j'avais tout à faire et j'ai pu vraiment débuter une gestion globale, que ce soit administrative, logistique, d'organisation, voilà, calendrier, tout ce qu'on peut faire en tant que directeur sportif. T'es encore très jeune à ce moment-là, tu as 24 ans. L'équipe, forcément, vu qu'il y a des grosses ambitions, Philippe Wagner fait venir des coureurs de renom aussi. Certains à ce moment-là ont soit ton âge, soit à peine plus âgé, soit à peine plus jeune. Est-ce que c'est forcément très évident de se positionner dans un rôle où tu dois gérer des coureurs qui ont au final ton âge et qui ont une grosse expérience déjà dans le vélo? Comment tu gères ça? On sait que tu as des coureurs de renom à ce moment-là. Tu vas pouvoir nous donner un peu les noms. Comment tu gères ça avant la saison pour que la mayonnaise prenne finalement tout de suite? Ouais, on avait une superbe équipe, on avait vraiment de très bons coureurs. Alors il y avait eu malheureusement l'arrêt de l'équipe BNB Hotel à la fin de saison 2022, donc on avait pu récupérer Jérémy Lecros, qui avait quand même terminé, je crois, sixième sur les Champs-Élysées. On avait deux des meilleurs amateurs français, Gwen Leclinch et Clément Brazafonzo, qui a déjà fait un podcast avec vous. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile forcément, du fait, dans un premier temps, de mon jeune âge et aussi de ma très courte expérience, voilà, de faire face à ça et forcément m'imposer. Mais j'ai pas souhaité tout de suite m'imposer. Ça s'est fait, on va dire, naturellement et c'était surtout un travail d'équipe en fait. Je pense que j'ai aussi appris à travailler aux côtés de ces coureurs-là et ça a été vraiment, on va dire, donnant-donnant. Donc, ouais, ça a été une saison vraiment finalement très bien réussie avec une grosse saison de Clément Brazafonzo qui passe chez les professionnels à la fin d'année. Gwen Leclinch qui a fait aussi une très très grosse saison et qui était un super coureur. Et puis on avait fini, je crois, quatrième de la Coupe de France N1. Donc voilà, on avait une très belle équipe et on a quand même réussi à bien confirmer sur le terrain. Donc c'était une belle première année et une bonne réussite. Ouais, puis j'ai envie de dire, si les doutes peuvent exister au début sur le fait de ta relative inexpérience et de ton jeune âge, tu les effaces assez rapidement parce que première Coupe de France de la saison en février, Coupe de France N1 Aix-en-Provence, victoire de Gwen Leclinch. Un super moment, j'imagine, pour toi, et puis ça a pu te lancer et te donner vraiment de la confiance pour voir de la suite de la saison avec encore plus d'ambition. Ouais, c'est clair. Ça a été vraiment un moment marquant pour moi parce que voilà, ma première Coupe de France N1 en tant que directeur sportif, elle est gagnante. Après, voilà, j'avais de très bons coureurs. Quand on a des bons coureurs, en général, on est un bon directeur sportif. Mais c'est vrai que ça nous a quand même bien lancé.
On a fait derrière une super saison et voilà, je pense que sans cette victoire de Gwen, on aurait peut-être pu avoir un peu plus de temps pour se lancer et être un petit peu plus dans le doute. Donc ouais, ça nous a vraiment tous relâchés. Le staff qui travaillait dur aussi était très content et voilà, ça a permis vraiment de lancer une belle saison et d'être aussi sur une vague de confiance. On va s'adresser un peu plus aux gens, mais pour que les gens se rendent compte, donc toi, tu es directeur sportif de l'équipe, donc ton rôle, c'est de manager à la fois les coureurs et le staff. Les gens ne se rendent pas forcément tellement compte, mais dans une équipe N1, il y a déjà beaucoup de staff. Donc, quels sont les gens qui travaillent avec toi? Quels sont un peu leurs rôles? Et à quel point tu dois gérer les éventuels conflits qui peuvent arriver et comment tu fais que tout le monde fonctionne bien ensemble, en harmonie, pour un bon travail? On était une équipe amateur mais qui était très structurée. On avait la chance d'avoir un beau logement sur place avec des personnes qui travaillaient à temps plein et qui vraiment étaient enfin, voilà, allouées à l'équipe pour vraiment beaucoup de temps. Et j'avais donc un assistant, un mécanicien à temps plein, un entraîneur à temps plein aussi. Et on va dire que sur cette année, on a fait la saison, on va dire, à 4 ou 5 staffs. Et donc on était très resserré au niveau cohésion. Ça s'est très bien passé. Ça n'a pas été très très difficile pour moi parce que j'ai travaillé vraiment avec des personnes qui ont été voilà, très respectueuses et qui ont vraiment bien fait leur boulot. Notamment l'assistant et le mécanicien qui donnaient beaucoup de leur temps et qui sont ensuite allés d'ailleurs chez les professionnels. Notre assistant a signé ensuite à Arkea, donc ça montre quand même qu'il avait des grosses qualités. Notre mécanicien est parti, je crois, dans l'équipe de Rouen. Donc c'était voilà, une très belle année. Et, c'est des personnes avec qui je suis encore bien en contact parce que c'est mon premier staff, vrai staff, on va dire professionnel. Et c'est des personnes aussi qui m'ont beaucoup apporté, comme les bons coureurs m'ont apporté. Ouais, et finalement, pour être un bon directeur sportif, il faut être à la fois proche de ses coureurs et proche de son staff, non? Ouais, c'est clair. Pour moi, voilà, selon ma vision, le staff fait vraiment partie intégrante et très très importante dans une équipe. Et j'ai toujours axé mon travail sur le bien-être du staff et vraiment voilà, avoir une stabilité dans le staff et une continuité un petit peu dans leur travail avec une ligne de conduite et une confiance vraiment entre chacun pour que ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est ce qui, je pense, a fait aussi la réussite de l'équipe, puisque, comme je l'ai dit, c'est des personnes avec qui je peux discuter encore aujourd'hui, même si on n'est plus dans les mêmes projets, qui sont presque des amis. Donc voilà, c'est très important. Et les coureurs, c'est pareil. C'est voilà, il faut être à l'écoute. Je pense que les méthodes autoritaires ne fonctionnent pas toujours, et ça se saurait d'ailleurs si ça fonctionnait. Donc ouais, le but c'est quand même d'accompagner les athlètes vers leur plein potentiel et voilà, et les mettre en confiance la plupart du temps. Parfois, il faut aussi savoir sévir et taper du poing sur la table. Mais le plus souvent, c'est quand même de l'accompagnement. Donc oui, voilà, être proche des deux parties, c'est super important. Ouais, on va pouvoir revenir un peu plus loin dans le podcast sur toi, tes méthodes de travail et comment tu vois le métier. Pour reprendre sur la chronologie de ta période Wagner, donc cette deuxième saison se passe plutôt très bien. Comme tu as dit, il y a une victoire à Aix, il y a d'autres belles victoires, tu en reparleras aussi après. Philippe Wagner tient un passé professionnel. Donc au fil de la saison, il y a des rumeurs dans le peloton comme quoi l'équipe va devenir continentale. Au final, ça fusionne avec une équipe belge. Toi, comment tu te positionnes là-dedans? On imagine que c'est pas simple. Tu dois à la fois gérer la saison, le sportif, mais également préparer l'avenir. Comment tu te positionnes? Comment ça se fait? Est-ce que c'est Philippe Wagner qui vient directement vers toi pour te proposer ce rôle de DS chez les professionnels? On imagine que tu y penses. Comment ça se passe à ce moment-là? Comment tu gères? Ouais, ça a été plutôt naturel en fait. Philippe Wagner discutait de son côté avec des potentiels sponsors, des potentiels, on va dire, structures avec qui il pouvait fusionner. Au final, il a fusionné avec une structure. Voilà, je gérais vraiment la partie sportive, mais derrière, voilà, le projet un petit peu global de la structure et l'aspect un peu financier et puis aussi de où on allait aller, je le maîtrisais pas et j'étais voilà, c'était peut-être ça qui était un peu plus difficile puisque il y avait cet équilibre à trouver entre voilà ce côté où j'avais la confiance de la direction de Philippe Wagner qui m'a emmené avec lui chez les professionnels pour un an et aussi des coureurs qu'on ne pouvait pas forcément emmener. Et voilà, moi, je faisais un petit peu le tampon entre les deux et c'était peut-être ça qui était un peu délicat parce qu'il a fallu annoncer à des coureurs que c'était pas possible d'aller au-dessus.
Voilà, on a pu proposer des choses à certains, mais c'était peut-être ça en fait le point le plus délicat à gérer. Finalement, ta place dans l'équipe professionnelle, elle est acquise. Tu vas continuer pour l'année d'après en continental, donc sous pavillon belge cette fois-ci. Pour être directeur sportif chez les professionnels, il faut une licence UCI de directeur sportif que tu as donc passé cet hiver-là. Explique-nous comment ça se passe, qu'est-ce qu'on t'apprend là-bas et pourquoi ça te sert et pourquoi c'est obligatoire. Ouais, en fait, c'est une formation d'une semaine qui se passe à Aigle, où on a plusieurs aspects qui sont abordés. Donc voilà, on a des aspects sur la partie un petit peu dopage, on a des aspects sur le travail pur du directeur sportif, qui était d'ailleurs, je crois que les cours étaient donnés par Alain Galopin, qui est le frère de Guy que j'ai parlé au début. Voilà, on a des aspects aussi, des cours avec des arbitres. Je me rappelle, c'était une des arbitres de l'UCI qui avait arbitré, je crois, qui avait été président de jury sur le Tour de France, qui nous avait fait des cours. Donc voilà, tout est un petit peu mis et condensé sur une semaine, que ce soit dans un groupe en anglais ou en français. On était, je crois, une quinzaine à faire ce cours. Et puis à la fin, une petite évaluation. Je me rappelle plus exactement des critères, mais ça se passait comme ça, fin de semaine, je crois que c'était le vendredi, une évaluation qui déterminait si on avait le certificat ou pas, et ça permet officiellement de travailler, je crois, à partir de la Pro Team, de la deuxième division. Mais voilà, c'est super intéressant à faire. Tu te retrouves avec un beau gratin de coureurs pro qui arrêtent leur carrière pour devenir DS. Donne-nous un peu des noms de personnes connues avec un beau palmarès qui étaient sur cette formation. Oui, oui, à Aigle, souvent, on croise du beau monde. Et voilà, dans la partie française, on avait Tony Galopin, Laurent Pichon qui s'est arrêté, Michael Cherel qui passait aussi le diplôme avec nous. Et puis, côté étranger, je me rappelle qu'il y avait Mark Crenshaw, il y avait Sonny Colbrelli, enfin voilà, il y avait pas mal de beaux noms. Zdenek Stibar aussi, il me semble. Enfin, voilà, tous ces coureurs qui sont passés aussi un peu de l'autre côté. Donc ouais, c'est toujours sympa de pouvoir discuter et échanger avec des personnes de ce calibre. Des beaux noms, tu vas aussi en avoir dans ton équipe justement pour l'année 2024 en continental. Vous accueillez, l'équipe accueille notamment les frères Barbier avec Rudy qui a quand même une expérience World Tour. Pour toi, on imagine, c'est encore un cran au-dessus niveau pression et niveau envergure des coureurs à manager. Comment ça se passe? Est-ce que vous faites des stages un peu avant la saison pour tous se rencontrer, toi donner ta vision des choses? Est-ce que le staff est étoffé? Est-ce qu'il y a plus de monde? Est-ce que tu as toujours la main sur la partie DS? Est-ce que tu dois faire avec un autre collègue? C'est la même chose pour moi, c'est le même fonctionnement, hormis le fait que j'ai travaillé avec un deuxième DS qui était un DS belge et qui faisait la grosse partie du calendrier belge. Donc voilà, après, j'avais pu bien me préparer durant un an avec les coureurs que j'avais eus. Et voilà, c'était un nouveau défi avec des coureurs quand même de calibre comme les frères Barbier, comme Alexis Guérin qui accueillait aussi, qui arrivait dans l'équipe. On avait aussi accueilli Alan Boileau, qui était aussi un coureur, un ex-coureur de BNB Hotel. Donc voilà, j'avais, on va dire, vraiment l'envie de bien faire et envie de permettre à ces coureurs d'être à leur meilleur niveau pour pouvoir aussi, bien sûr, permettre à l'équipe de performer. Donc on est parti très vite en stage. Et dès le mois de janvier, il me semble qu'on est parti 3 semaines complètes en comptant la première course. Et sur le même modèle, en fait, ça a tout de suite pris, et notamment grâce au côté fédérateur aussi des frères Barbier et de Rudy en particulier, qui a fait sa dernière saison avec nous et qui était aussi dans un passage où il allait devenir potentiellement directeur sportif, et on sentait qu'il souhaitait aussi s'investir là-dedans. Donc il était, ouais, comme je l'ai dit, très fédérateur. Il nous a beaucoup aidé sur l'approche notamment du sprint, et en plus c'était son frère qui souhaitait emmener, donc il n'y a pas plus fort comme lien. Donc au niveau du train, ça a été vraiment top. Et on a fait 2 semaines complètes de stage à Saint-Raphaël. Et on a enchaîné en fait avec la première course qui était à Sharjah aux Émirats. Et dès la deuxième étape, on a réussi à gagner. Je me rappelle qu'il avait gagné devant Bonifacio, il me semble. Donc c'était voilà, pareil, un peu pareil que l'année 2023 où vraiment on avait un bon lancement et ça a permis à l'équipe d'être sur les bons rails. Donc on avait la chance d'avoir un choix du fait d'être sous pavillon belge du calendrier et avoir un peu de liberté, ce qui nous a permis de partir en début de saison sur une course en classe 2 et de performer directement, là où ça aurait peut-être été un peu plus difficile de se comparer en début de saison
sur des courses comme la Marseillaise avec les grosses écuries, quoi. Et pour toi, est-ce que ça change les choses là de passer sur des courses pro par rapport aux courses amateurs? Est-ce que tu as plus de pression? Est-ce que dans les voitures ça fonctionne différemment? Ou finalement pas spécialement, tu t'y fais vite et c'est un peu comme les années d'avant? Non, c'est similaire, c'est similaire. Voilà. Après, la seule petite pression qu'il pouvait y avoir au début, c'était l'utilisation des oreillettes qu'il n'y avait pas chez les amateurs et que j'avais jamais utilisé hormis dans des chronos, dans des contre-la-montre. Mais au final, ça rend le métier du directeur sportif plus confort et ça permet un peu plus de sécurité, au moins dans la file des voitures. Donc, non, voilà, ça rend aussi un petit peu l'approche du directeur sportif différente avec beaucoup plus de consignes spontanées en fonction de ce qui peut se passer dans la course. Donc, moi, je le trouve plus confortable ce métier chez les professionnels. Et puis on peut le dire, la saison se passe plutôt très bien niveau résultat. Tu peux compter sur plusieurs coureurs qui vont scorer. On a, comme tu l'as dit, Pierre Barbier, bien aidé par son frère sur les sprints. Alexis Guérin aussi. Belle victoire au Tour de Bretagne en classe 2, victoire en solitaire. Un beau numéro aussi sur le Tour du Limousin. Donc finalement, voilà, vous êtes une équipe continentale, vous courez avec des grosses équipes, parfois World Tour, mais vous arrivez à faire votre place et toi, tu arrives à mettre en place des choses pour performer finalement directement avec différents coureurs. Ouais, clairement. On a réussi justement grâce à cette liberté aussi de construction du calendrier, je pense, et les très bons coureurs qu'on avait à réussir à faire de belles choses, et notamment avec les coureurs que tu viens de citer. Voilà, c'était le Tour de Bretagne en classe 2, c'est peut-être la plus belle classe 2 du calendrier. Donc c'était vraiment super de pouvoir inscrire une victoire là-bas. Et sur des plus grosses courses aussi, avec Pierre Barbier, je me souviens que pour une continentale, aller faire le Tour de Belgique et faire des top 5 au sprint derrière les meilleurs sprinteurs mondiaux, c'était quand même assez grandiose pour une équipe comme nous et notre budget par rapport aux grosses écuries. Donc ouais, on a été loin d'être ridicule et on a même été quand même bien performant cette année-là. Voilà, je repense au Tour du Limousin aussi, Alexis qui fait deuxième d'étape, qui fait, je crois, top 10 du général, maillot meilleur grimpeur. On avait un autre maillot distinctif aussi. Enfin, c'est assez rare quand même d'une équipe continentale qui arrive à faire ça. Donc, ouais, j'ai quand même de la fierté de ce qu'on a réussi à faire pour une petite structure comme nous. Ouais. Puis ces très beaux résultats vont mettre l'eau à la bouche à Philippe Wagner, qui déborde d'ambition et qui pour l'année d'après va encore passer un cap en Pro Team. Donc de nouveau, il y a une sorte de fusion. Il part avec l'équipe Bingol. Même question que pour l'année d'avant. Toi, à ce moment-là, comment tu te positionnes? Est-ce que tu ambitionnes de monter en Pro Team encore d'un cran en te sachant jeune? Est-ce que tu veux aller voir sur un autre projet? Comment ça se passe pour toi justement là, cette transition et cette nouvelle fusion dans l'équipe? Ouais, un petit peu sur les mêmes bases que l'année d'avant. C'était un nouveau changement complet, peut-être de structure. J'avais, on va dire, une proximité avec Philippe Wagner qui m'avait un petit peu annoncé ça. Et ouais, je le voyais un petit peu de la même manière que l'année d'avant. Et de la même manière, en tout cas, ça a été un petit peu la seule difficulté. Ça a été aussi de gérer cet aspect compliqué où voilà, on est un petit peu entre la direction et les coureurs sur un projet qui change complètement. Avec, c'est pas simplement des coureurs non conservés, c'est aussi une fusion avec du staff inclus, etc. Donc voilà, on va dire que je l'ai vu de la même manière, même si c'était un petit peu plus délicat, car on était quand même avec une vraie structure de deuxième division. Donc il y avait un petit peu moins de visibilité sur ce qu'il allait être possible de faire pour chacune des personnes qui travaillaient dans le projet, même si pas mal des personnes avaient eu, on va dire, des promesses d'embauche ou en tout cas de continuité dans l'équipe. J'imagine ce qui est pas évident, c'est quand on est directeur sportif, on est un métier où on s'occupe vachement des autres. On est toujours porté sur voir si tout le monde va bien, si tout se passe bien. Et des fois, finalement, est-ce qu'on s'oublie pas un peu? Et toi, à ce moment-là, est-ce que tu arrives à aussi penser à toi et préparer ton avenir? Pas forcément. Au final, j'ai pas dans ce qui était prévu. En tout cas, j'avais pas forcément besoin de me préoccuper de moi puisque voilà, ce qui était vu de base était que j'allais continuer. Donc, je me préoccupais surtout de prévenir les coureurs aussi, de leur expliquer. Ça a notamment été fait, je crois, sur le début du Tour du Limousin, avant qu'on réussisse ce beau tour, où il m'était demandé d'annoncer ça aux coureurs, cette fusion, voilà,
d'expliquer un petit peu comment ça allait se passer et forcément de faire comprendre à la plupart des coureurs que ça allait être compliqué pour eux de continuer dans l'équipe. Donc voilà un petit peu ce qu'il en était. Donc non, pas forcément plus de réflexion sur mon point personnel. Donc à la fin de la saison 2024, la fusion a bien lieu. L'équipe fusionne avec Bingol. Tu vas faire les frais de cette fusion. Tu vas pas être conservé. Toi, comment tu arrives à rebondir à ce moment-là? On sait que tu es très jeune. Comment tu te positionnes? J'imagine que tu as vraiment envie de continuer dans ce milieu. Qu'est-ce que tu mets en place pour réussir à rebondir l'année d'après 2025? Ouais, ce que je mets en place, c'est des choses simples, voilà, des candidatures dans des nouvelles structures. Je rebondis pas forcément tout de suite. Après, voilà, il faut savoir que c'est le milieu qui veut ça et quand on travaille dans ce milieu, en tout cas, enfin, le milieu du vélo et je pense le milieu sportif en général, il faut être prêt à avoir pas forcément une grande stabilité et aussi se dire que ça peut s'arrêter dans une structure à tout moment. On dépend aussi de sponsors privés, etc. Donc non, j'ai sur le coup pas forcément pu rebondir, pas eu les opportunités. C'était presque début novembre. Donc voilà, j'ai réussi à rebondir un petit peu qu'au mois de mars 2025 du coup. Ok. Et du coup, tu retrouves une nouvelle équipe à ce moment-là? Ouais, c'est une équipe continentale française qui m'a contacté, l'équipe de Nice Métropole Côte d'Azur, qui avait besoin d'un directeur sportif adjoint pour faire quelques vacations, quelques jours de travail avec eux. Donc ouais, j'ai pu, je crois qu'ils m'ont contacté début février et j'ai pu faire une trentaine de jours avec eux de course et ça m'a permis de continuer à vivre de ce que j'aimais le plus et puis à aussi rester dans le milieu, à découvrir aussi une autre facette du métier, de ne pas avoir tout à gérer, d'être, on va dire, le DS adjoint, on est dans une autre démarche. Donc c'était aussi une année intéressante pour moi. Donc cette expérience à Nice nous amène jusqu'à aujourd'hui. On a fini sur ton parcours de DS et on se retrouve pour la prochaine partie. On va pouvoir poser des questions à Julien. Il va pouvoir nous répondre sans filtre. À tout de suite. Bon Julien, on va tester tes connaissances. On est sur la séquence un peu débat. On va poser des questions à Julien. Il va nous répondre de manière cash sur ce qu'il pense. Première question, quelle est la vraie différence entre être un DS chez les pros et être un DS chez les amateurs? Bon, la différence, elle est sur plusieurs points. Je dirais un point dans la course avec, comme j'ai dit tout à l'heure, les oreillettes, où voilà, les coureurs professionnels peuvent quand même avoir quelques consignes en pleine course du directeur sportif, même si chez les amateurs, on peut le faire d'une autre manière avec des assistants sur le bord de la route, voilà, des petits messages, etc. Donc ça, c'est la grosse différence pour les coureurs. Et sur le coaching, vraiment en dehors du vélo aussi, et le management, ce qui est différent, c'est surtout que on peut le retrouver dans les équipes amateurs, des contrats de salariés pour les coureurs. Mais voilà, chez les pros, tous les coureurs sont en contrat, c'est leur métier. Et donc l'approche de management est différente et on a des attentes quand même un peu plus élevées. Voilà, on n'a pas ces contraintes vraiment où voilà, on peut retrouver chez les amateurs des coureurs qui travaillent à côté. Là voilà, on peut quand même travailler d'une manière plus sereine avec les coureurs sans se préoccuper vraiment de ce qui se passe à côté. Même si l'approche doit être globale, on doit quand même conserver cet aspect bien-être parce que c'est pas un contrat professionnel qui fait le bien-être du coureur et sa santé mentale. Il est quand même très important qu'il soit bien accompagné et notamment en partie par le directeur sportif. Mais voilà les deux grands aspects différentiels. Bon là, je vais te poser la question qui tue. Et je sais que beaucoup de personnes n'auront pas forcément le même avis que toi. Pour ou contre les oreillettes en course? Ouais, c'est la question qui fait mal. Moi, je dirais plutôt pour, parce que déjà d'un aspect sécuritaire, c'est important. Il faut savoir quand même qu'on a constamment des informations dans la voiture de la part de la course. Et très souvent, j'ai remarqué que chez les amateurs, on a des informations qui nous sont données sur la sécurité. Attention, un dodan, attention, une voiture garée, etc. Qu'on peut absolument pas relayer aux coureurs et qui sont du coup inutiles à part pour la file des voitures et pour les directeurs sportifs. Donc pour cet aspect-là, c'est très intéressant. Pour l'aspect travail du directeur sportif aussi, ça permet quand même de relayer des infos, de pouvoir avoir un dialogue direct entre les coureurs sans qu'ils aient à venir à la voiture. Donc voilà, sur ces aspects-là, c'est intéressant et il faut savoir aussi que
On peut voir beaucoup de courses à très haut niveau qui sont stéréotypées, avec notamment aussi de base le travail en amont des datas aussi qui rentre en jeu. Il n'y a pas que les oreillettes. Mais aussi, moi je me dis que rien ne remplace l'intelligence situationnelle des coureurs et les prises de décision qu'ils ont à faire en course. Et le DS, il a 15-20 secondes au mieux de délai entre ce qu'il voit à la télé et les infos qu'il a et ce que le coureur a devant sa roue. Donc le coureur a quand même une prise de décision à faire et se doit d'être bon avec ou sans oreillette. Donc moi plutôt pour. Bon, si vous n'êtes pas d'accord avec Julien, si vous êtes plutôt contre, on vous laisse donner vos arguments en commentaire. Maintenant, petite question. En tant que DS, on sait qu'on conduit une voiture, ça peut être dangereux. Quelle est la plus grosse frayeur que tu aies pu avoir en voiture en course? Est-ce que tu en as eu une? Ouais, j'ai eu la malchance et la peur de connaître la frayeur un peu de tous les DS. Et voilà, une fois, j'ai un coureur qui a traversé mon pare-brise arrière, qui s'était pas arrêté et qui est passé au travers de la voiture, qui s'est presque retrouvé à côté du mécanicien qui est à l'arrière. Donc c'est toujours un peu violent et voilà, le coureur n'est pas reparti, il n'était pas trop blessé. Mais voilà, en tant que DS et même le mécanicien derrière, c'est quand même choquant. On a du mal à reprendre un peu le volant de la voiture derrière, on est un petit peu tendu. Et de manière générale, voilà, les frayeurs pour un DS, c'est Radio Course qui annonce des chutes, qui est nos coureurs ou pas, ça fait toujours peur. Elles sont de plus en plus violentes, le vélo va beaucoup plus vite. De plus en plus vite et ouais, c'est toujours ça fait toujours peur en tout cas d'entendre et d'arriver parce qu'on va forcément passer sur le lieu de la chute et de voir potentiellement des choses un peu difficiles. Donc ouais, c'est un petit peu les frayeurs que j'ai pu avoir. Donc les chutes, il y en a eu pas mal et puis c'est cette anecdote là du pare-brise. Bon, pour revenir sur le coureur, ça lui a pas trop porté préjudice, il est professionnel maintenant, donc on pense à lui et je pense que il s'en est bien remis. Est-ce que tu as un petit rituel avant les courses? Quelque chose que tu regardes avant de partir pour être sûr, soit pour avertir tes coureurs, soit toi pour te rassurer? Ouais, des rituels, on en a plein parce qu'on automatise beaucoup notre travail et voilà, il peut y avoir des rituels, on va dire, d'ordre un petit peu émotionnel où on va aller checker tous les coureurs, tout le staff, ressentir une dernière fois un petit peu l'énergie. C'est important pour tout le monde. On a des rituels plus pratiques. Dans la voiture, on fait un radio check quand on a les oreillettes aussi, voir si tout fonctionne. C'est des choses qu'on fait tout le temps. Et puis, il y a des rituels un peu de données, de data, où on va aller vérifier une dernière fois pour pouvoir dire aux coureurs, bon, on va vérifier une dernière fois le vent, la pluie, etc. Les données un peu météorologiques. Donc, ouais, on va dire que c'est assez ritualisé. Ouais. Bon, on en a fini de ton évaluation. Merci pour tes réponses et tes avis tranchés. On passe maintenant à la partie suivante où Julien va vous donner quelques conseils. Allez, dans cette séquence, on va s'adresser à vous, téléspectateurs Jean en tout cas qui regardent la vidéo sur YouTube. Ça va être la séquence Coach Julien. Tu vas pouvoir un peu nous prodiguer tes conseils de ce que tu as pu apprendre jusque-là, de ton expérience. Dans un premier temps, tu vas nous donner pour toi les points qui sont importants pour un jeune ou une jeune cycliste pour bien naviguer dans ce milieu et s'en sortir. Ouais, donc voilà, c'est ce qui est important en tout cas à dire au début, c'est qu'il n'y a pas forcément de recette miracle. La seule chose que je veux dire, et je me permets de regarder la caméra, voilà, pour les jeunes athlètes, vous allez dans différents cas, certains vont réussir à atteindre des structures dans lesquelles tout sera mis à disposition en termes d'accompagnement, d'autres dans des plus petites structures. Et voilà, dans cette différence-là, il est important que vous soigniez votre entourage et que vous entreteniez vraiment les personnes qui vous permettent de performer dans le vélo. Et je m'adresse surtout aux athlètes, on va dire, de second rideau, qui sont dans des structures un petit peu plus petites, où tout ne peut pas être mis en place. Voilà, ça va être très important que vous ayez votre staff externe qui vous fait confiance, qui vous connaît par cœur, et que vous entreteniez cette relation avec la structure dans laquelle vous évoluez. Tout le monde doit aller dans la même direction. Vous devez vous entourer dans un premier temps, ostéopathe, micronutrition, entraîneur, conseil, pour vraiment avoir ce staff qui vous appartient, pour lequel vous allez être un petit peu le chef d'orchestre, et faire ce lien entre votre staff et la structure dans laquelle vous évoluez. Voilà, c'est très très important que les deux parties s'entendent très bien et qu'il y ait au moins une relation.
et une compréhension du travail qui est fait autour de vous. Je le dis puisque j'ai vu certaines difficultés dans mon travail où des coureurs pouvaient être entraînés par des entraîneurs qui n'étaient pas forcément dans les mêmes convictions que la structure. Et comme on dit parfois, ça peut se tirer dans les pattes entre de l'aspect un peu personnel et les équipes, et ça pas du tout dans votre intérêt. Donc en tant qu'athlète, c'est vraiment super important que vous soigniez votre entourage et que vous soyez, vous mettiez du lien entre votre entourage et la structure. Ce qui est aussi important, et je l'ajoute juste à ça, ça va ensemble, c'est vraiment cet aspect aussi médiatique, d'aller dans le sens et dans la volonté de votre structure et de ce que veut votre structure, et ses valeurs, ses convictions, et que vous les relayez sur vos réseaux, que vous soyez à jour. Parfois, j'ai pu voir des athlètes qui avaient une photo de profil sur les réseaux avec leur ancienne équipe, le maillot de leur ancienne équipe, et ça projette pas une belle image pour l'employeur, et l'employeur, ça lui donne pas forcément envie aussi de permettre à ce coureur d'avoir un nouveau contrat l'année d'après. Donc dans votre intérêt, c'est vraiment important que vous arriviez à respecter tout ça. Je vais compléter les propos de Julien avec un détail qu'il a oublié. Et voilà, si vous voulez performer, entourez-vous d'un bon entraîneur, et le mieux, c'est l'entraîneur RM Methodic Cycling. Passé ce trait d'humour, Julien, maintenant tu vas pouvoir nous donner tes conseils pour une personne qui souhaiterait se lancer en tant que directeur sportif, ton cœur de métier. Oui, clairement. Alors, j'ai plus de conseils différents, on va dire, pour le directeur sportif, mais dans un premier temps, ce qui est super important quand même, c'est que vous avez l'obligation d'aimer vos athlètes, puisque pour les manager, vous êtes obligé de les aimer, de les apprécier et d'être proche d'eux. Ça, c'est très très important. Ensuite, il est important aussi de savoir que c'est un milieu qui est petit, il faut respecter tout le monde. On peut être dans la gagne un jour et puis le lendemain être au fond du trou. Donc c'est très important d'être humble et de respecter vraiment tous ses adversaires. Et voilà, c'est un milieu qui évolue ensemble, et c'est super important de réussir à mettre tout ça en place dans son mode de fonctionnement. Merci pour tes conseils, Julien. Merci pour cette séquence. Et puis on se retrouve pour la prochaine partie avec de nouveau un moment sympa où Julien va pouvoir nous apprendre un peu plus de son métier. À tout de suite. Bon, on a beaucoup parlé théorie jusqu'à présent, et maintenant on va rentrer un peu plus dans le concret et voir comment Julien travaille, et si ce qu'il nous a raconté jusque-là, il le met vraiment en place sur le terrain. Julien, on aimerait bien savoir maintenant comment marche un briefing, et qu'est-ce que tu fais lors de ce briefing? Qu'est-ce que tu racontes à tes coureurs? Ouais, je vais essayer de prouver ici que tout ce que j'ai raconté avant, c'est pas du flan. Non, en fait, oui, c'est ça. En tant que DS, on est souvent amené à réaliser des briefings, souvent même sur toutes les courses. Après, il faut savoir que ça s'articule un petit peu différemment, qu'il y a différents types de briefings, puisqu'il y a différents types de courses. Les courses d'un jour, les courses à étapes, déjà, qui sont différentes. Donc, sur une course d'un jour, le briefing, pour faire large, il doit être un petit peu plus punchy, parce que on est plus dans la motivation, vraiment sur le moment clé. Sur une course par étape, en fonction de sa durée, on va être plus quand même sur de la concentration, du calme, etc. Même s'il y a de ça aussi sur la course d'un jour, mais on a besoin aussi de tenir la durée de la course. Donc ça, c'est important. Et puis après, il y a plusieurs types de briefing, notamment sur les courses par étapes. On va faire un briefing plus général avant la course, donc avant toutes les étapes, où on va vraiment énoncer les objectifs aux coureurs. Et ensuite, sur le briefing vraiment avant étape, on va construire notre briefing. Enfin, moi, je le construis comme cela. Donc, dans un premier temps, on fait une annonce des objectifs qui sont quand même discutés en amont avec les coureurs. Ensuite, on va parler du parcours. Moi, j'aime bien en parler très brièvement, notamment en plus quand on a les oreillettes, puisqu'on peut relayer les infos dans la voiture. Mais du coup, le parcours, il doit être en lien avec les objectifs qui sont énoncés juste avant. Si on a un objectif de victoire d'étape au sprint, on va s'appuyer vraiment sur la fin, sur le parcours, sur l'arrivée, l'approche de l'arrivée. Si on a une approche, un objectif de maillot distinctif, on va aller voir où sont les points, où l'échappée peut partir, etc. Ensuite, on va énoncer un peu les rôles à chacun. Pareil, les rôles, en général, les coureurs le savent avant quand même, j'aime bien leur expliquer un petit peu individuellement.
Donc là, vraiment, les rôles sont listés. Et en dernière partie, le plan d'action. Le plan d'action, vraiment, où, quand, comment le coureur entre en action dans la stratégie de l'équipe. Voilà, après, le but, c'est quand même de garder une approche un peu libérale, puisque bah, voilà, c'est quand même sur des situations vraiment très rapides que les coureurs doivent réagir. Et nous, dans la voiture, on peut pas tout maîtriser et on peut pas non plus faire trop de plans sur la comète lors du briefing. Donc le but, c'est quand même d'avoir une base, et j'aime bien parler comme ça, mais un fond de jeu qu'on a travaillé avant sur du tableau noir pour que les coureurs en fait puissent réagir de manière positive à une situation clé. C'est pour ça que je parlais d'intelligence situationnelle tout à l'heure. Et en fait, s'accorder des changements de plan possibles, c'est ce qui nous permettra en fait d'être plus à même de réagir en fonction de comment la course se passe, puisque on voit souvent à la télé à très haut niveau que c'est cadenassé, mais sur les courses, on va dire d'un plus petit niveau, ça peut parfois partir un petit peu dans tous les sens. Donc c'est important qu'il y ait un petit peu de la réaction comme ça, quoi. Donc voilà comment j'ai l'habitude de construire mes briefings. Ok, super intéressant. Et du coup, j'ai deux questions qui me viennent là. Déjà, la durée idéale d'un briefing. Combien de temps ça doit durer pour que les coureurs restent concernés et que ça parte pas trop loin? Et également, du coup, en rapport avec les coureurs, est-ce qu'il peut y avoir un échange lors des briefings? Est-ce qu'ils peuvent donner leur avis, changer la tactique? Ou finalement, est-ce que c'est assez descendant et c'est le directeur sportif qui a le dernier mot? Voilà, la durée d'un briefing, pour moi, elle ne doit pas dépasser allez, les 20 minutes, quoi, environ une vingtaine de minutes, c'est bien. Après, ça commence à être un petit peu long. Voilà. Pour ce qui est de la deuxième question sur les discussions avec les coureurs, alors comme je l'ai dit juste avant, en général j'ai bien discuté avec eux en tant que DS sur les objectifs de base, ils les connaissent avant, le rôle ils le connaissent tous avant. Là où ça discute beaucoup plus, c'est sur le plan d'action, comment on va mettre ça en place, puisque au final c'est quand même les coureurs qui sont sur le vélo. C'est eux qui sont le plus à même de savoir aussi ce qu'ils sont capables de faire à tel moment, même si on a quelques données et qu'on connaît quand même nos coureurs. Donc là-dessus, ça peut parfois changer un petit peu. Un coureur va dire bah, je serais peut-être plus à même de faire ça et toi tu prends ma place. Voilà, ça peut être des fois intéressant. C'est beaucoup aussi le fruit de discussions informelles en fait, parfois sur les retours d'étape ou quoi, ou pour le lendemain. Donc ouais, la discussion elle est plutôt là avec les coureurs. Ouais. Bon, bah voilà, vous avez pu voir comment se passe un briefing avec Julien. Et puis voilà, bah, cap sur la fin de la vidéo. On va finir sur un ton un peu plus léger avec des anecdotes de Julien, des moments drôles, des moments de galère. Voilà, vous allez voir, ça va être croustillant. Allez, pour finir cette vidéo, on va finir sur un ton un peu plus léger. Tu vas nous parler de tes anecdotes, de tes plus beaux souvenirs. Première question, quelle est ta plus belle victoire en tant que directeur sportif? Ce qui me vient à l'esprit, c'est forcément Paris 3 en 2023, notre année amateur dans la structure Wagner, où on avait réalisé un doublé avec Gwen Leclinch qui avait gagné devant Clément Brazafonzo. Faut savoir que voilà, moi c'est ma région natale, 3, donc j'étais chez moi sur une classe 2 avec une équipe amateur. On a réussi à faire ce doublé. Donc c'était vraiment un grand moment et c'est peut-être le meilleur moment de la saison 2023, même peut-être pour l'équipe. En tout cas c'est le mien et je pense que pour l'équipe c'est un moment hyper important. Bon, on sait que quand on est DS, tout n'est pas tout beau, tout rose. Maintenant, on aimerait bien une petite anecdote sur un moment de galère ou de solitude que tu as pu connaître. Ouais, quand on travaille dans les équipes, en général, on vit toujours des moments de galère. Bah, c'était sur Paris, une course en point 2 dans le nord où j'avais crevé les deux pneus de la voiture du même côté en accrochant un trottoir et bah, voilà, plus capable de suivre la course, faire venir la dépanneuse sur la course et rentrer à la maison comme on peut. Donc ouais, voilà, c'est le genre de galère qu'on peut connaître en tant que directeur sportif, mais celle-là je la garde parce que c'était aussi sur ma première année, donc c'est des vrais souvenirs. Et puis pour finir sur une touche plus légère, une anecdote drôle ou un moment inattendu de tes 4 années là, de direction sportive. Ouais, les moments drôles, il y en a eu beaucoup et je repense souvent à des moments avec le staff et notamment avec le mécanicien. Il faut savoir que le mécanicien, on passe beaucoup de temps avec lui, il est tout le temps avec nous dans la voiture, on est deux, juste tous les deux dans la voiture à passer énormément de temps pendant toutes les courses et
Une fois, je me suis arrêté un petit peu trop au bord de la route. En voulant descendre pour un dépannage, il est tombé dans le fossé. On en a bien rigolé longtemps. Sur le coup, il n'était pas forcément très content et le coureur non plus, puisque on avait perdu un petit peu de temps. Mais ça fait un petit peu penser à l'image qui a fait le tour des réseaux cette année d'une équipe continentale française. C'était le même style sans caméra. Merci Julien pour ces belles anecdotes. La vidéo touche maintenant à sa fin. Je voudrais remercier grandement Julien de nous avoir accordé ce temps. C'était vraiment très intéressant, en tout cas pour moi. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. D'ailleurs, voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos ressentis en commentaire, à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo, à liker pour nous soutenir. Et voilà, à la prochaine sur un nouveau podcast pour toujours parler cyclisme. À bientôt.